17 juin 1940, 03h42 du matin, Kreml, Moscou. Le maréchal Boris Shapochnikov, chef de l'état-major général soviétique, était assis seul dans son bureau. Devant lui, un rapport de renseignement secret en provenance de Paris. La France avait capitulé, la plus forte armée d'Europe, 3,8 millions de soldats, des milliers de chars, la ligne Maginot. Tout s'était effondré en 42 jours. Ses mains tremblaient en lisant les chiffres. Pertes allemandes, 27 1074 morts. Pertes françaises, 360 000 morts ou blessés, 1,9 million de prisonniers de guerre. Ce n'était pas une guerre, c'était une exécution. Shapochnikov prit une feuille de papier vierge et commença à écrire. En haut à droite, il tamponna « Très secret », réservé au camarade Staline. La première phrase était « Nous n'avons aucune réponse à ce type de guerre. Si l'Allemagne regarde vers l'Est, nous mourrons. » Ce rapport, déclassifié seulement en 1993 à partir des archives russes, fut le premier d'une centaine de documents soviétiques secrets qui révèlent une vérité effrayante. Entre septembre 1939 et juin 1941, les généraux soviétiques savaient qu'ils étaient confrontés à un ennemi qui les surpassait dans toutes les dimensions. Pas en nombre. L'armée rouge avait plus de chars, plus d'avions, plus de soldats, mais en vitesse, coordination, flexibilité tactique. L'Allemagne était une puissance d'une autre époque. Les officiers d'état-major soviétiques écrivaient des analyses désespérées. Ils étudiaient chaque campagne allemande, la Pologne, la Norvège, la France, les Pays-Bas. À chaque fois, la même question. Comment arrêter un ennemi qui pense, décide et agit 10 fois plus vite que vous? Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, ces documents sont publics. Ils ne montrent pas le courage soviétique ou la propagande. Ils montrent la peur, le respect et la reconnaissance désespérée que la Wehrmacht allemande avait perfectionné une forme de guerre contre laquelle il n'y avait aucune défense en 1941. Ceci est l'histoire de ce que les généraux soviétiques pensaient vraiment en observant le Blitzkrieg, dans leurs propres mots, à partir de leurs rapports secrets, et c'est terrifiant. Commençons là où tout a commencé pour les soviétiques, 1er septembre 1939. Opération Fallweiss, l'attaque contre la Pologne. Des attachés militaires soviétiques étaient stationnés à Varsovie. Leur mission, observer. Le général Vladimir Eremenko, conseiller militaire soviétique en Pologne, envoyait des rapports quotidiens à Moscou. Le premier rapport, daté du 2 septembre 1939, 11 heures du matin, contient un passage qui choque aujourd'hui. Les divisions blindées allemandes ont percé le front polonais en 3 endroits. Profondeur, 60 km en 18 heures. L'artillerie polonaise tirait sur des positions que les Allemands avaient déjà quittées 4 heures auparavant. C'est comme se battre contre des fantômes, plus rapides que les nouvelles. Eremenko ne comprenait pas ce qu'il voyait. Les Allemands ne se battaient pas selon les règles de la Première Guerre mondiale. Pas de bataille de masse frontale, pas de ligne statique. Au lieu de cela, des coins de chars qui pénétraient profondément en territoire polonais. Des Stuka qui bombardaient les postes de commandement polonais, détruisant les communications, de l'infanterie motorisée qui suivait et isolait des poches. Les Polonais, avec des tactiques des années 1930, tentaient d'organiser des contre-attaques. Mais au moment où les ordres atteignaient le front, les unités allemandes étaient déjà 50 km plus loin. Le 8 septembre, une semaine après le début de la guerre, Eremenko écrivit un deuxième rapport. Celui-ci fut immédiatement présenté à Staline. Le passage que Staline marqua au crayon rouge disait « Les Allemands coordonnent les chars, les avions et l'infanterie comme une seule arme. Nous n'avons jamais vu ça. Les divisions polonaises se dissolvent, non pas parce qu'elles sont lâches, mais parce qu'elles sont frappées de tous les côtés en même temps. Les frappes aériennes détruisent les approvisionnements.
Les chars contournent les défenses. L'infanterie attaque par derrière. Il n'y a pas le temps de réagir. Avant qu'un commandant polonais ne comprenne ce qui se passe, sa division est encerclée. La Pologne tomba en 27 jours. Les planificateurs soviétiques avaient prédit que la Pologne tiendrait 3 à 4 mois. Ils se sont trompés de 90%. Le 28 septembre 1939, Staline convoqua une réunion secrète du comité de défense soviétique. Étaient présents le maréchal Kliment Vorochilov, commissaire du peuple à la défense, le maréchal Shapochnikov et le général Gueorgui Djoukov. Le procès-verbal de cette réunion, publié en 1998, contient un passage remarquable. Staline demanda « L'armée rouge peut-elle arrêter ce que les Allemands ont fait en Pologne ?» Long silence. Puis Vorochilov répondit « Camarade Staline, nos chars sont plus lents. Nos communications sont pires. Notre aviation ne se coordonne pas avec les troupes au sol. Nos officiers sont entraînés pour des attaques frontales, pas pour des manœuvres rapides. Si l'Allemagne nous attaque aujourd'hui, nous ferions les mêmes erreurs que la Pologne. » Staline frappa du poing sur la table. La réunion dura 7 heures. À la fin, Staline ordonna 3 choses. Premièrement, Shapochnikov devait étudier toutes les tactiques allemandes et élaborer des contre-mesures. Deuxièmement, l'armée rouge devait réorganiser ses formations de chars pour créer des groupes motorisés rapides. Troisièmement, silence absolu. Personne en dehors de cette pièce ne devait savoir que les généraux soviétiques craignaient la supériorité allemande. Shapochnikov se mit au travail. Entre octobre 1939 et juin 1940, il écrivit 43 analyses secrètes des opérations allemandes. Chaque analyse suivait le même format, description de la tactique allemande. Faiblesse soviétique dans ce domaine, suggestion d'amélioration. Ces documents, aujourd'hui dans les archives de l'État russe, sont bouleversants à lire. Shapochnikov n'était pas un propagandiste. Il était un érudit de l'art de la guerre, et ses conclusions étaient claires. L'Allemagne avait créé une révolution dans la guerre. L'Union soviétique avait au moins 5 ans de retard. L'une des analyses les plus détaillées, datée du 12 mars 1940, est intitulée « La vitesse allemande comme arme stratégique ». Shapochnikov examinait à quelle vitesse les unités allemandes passaient de l'ordre à l'exécution. Il découvrit les divisions blindées allemandes recevaient des ordres par radio en temps réel. Les divisions soviétiques utilisaient des coursiers. Vitesse moyenne allemande de l'ordre à l'exécution. 42 minutes. Vitesse moyenne soviétique. 6 heures. C'était un facteur de lenteur de 8 fois. Shapochnikov écrivit « Dans le temps qu'il nous faut pour déplacer une division, les Allemands ont déjà effectué 4 manœuvres. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils sont plus rapides et la vitesse gagne les guerres modernes. » Shapochnikov analysa également la culture du commandement allemande. Les officiers allemands avaient quelque chose qu'il appelait « Auftragstaktik ». Un commandant allemand recevait un objectif, mais la liberté de décider comment l'atteindre. Les officiers soviétiques recevaient des ordres détaillés et n'étaient pas autorisés à improviser. Shapochnikov écrivit « L'initiative allemande à tous les niveaux leur donne de la flexibilité. Si un plan allemand échoue, ils improvisent. Si un plan soviétique échoue, nous attendons de nouveaux ordres de Moscou. Pendant que nous attendons, les Allemands nous encerclent. » Mais toutes ces analyses étaient théoriques. Basées sur la Pologne, un ennemi plus faible. La véritable onde de choc arriva à l'été 1940. La France. Les attachés militaires soviétiques à Paris étaient le colonel Ivan Susloparov et le colonel Alexei Belov. Ils observèrent toute la campagne. Leurs rapports, rassemblés dans un dossier intitulé Opération Fall-Weiss 1940, implication pour l'URSS, furent remis au camarade Staline le 28 juin 1940. Le dossier fait 347 pages. Presque chaque page contient des passages qui témoignent du désespoir soviétique. Le rapport commence par un résumé.
Les troupes allemandes percèrent les Ardennes, considérées comme impraticables, le 13 mai 1940. En 5 jours, elles atteignirent la côte française près d'Abbeville. Elles coupèrent les armées alliées en deux. L'armée française, avec 117 divisions et un équipement des plus modernes, ne put rien faire. Les Allemands se déplaçaient si rapidement que les généraux français ne réalisèrent que le 16 mai que leur flanc nord était encerclé. À ce moment-là, 40 divisions alliées étaient déjà stratégiquement isolées. La ligne Maginot, dans laquelle la France avait investi des milliards, fut ignorée. Les Allemands la contournèrent simplement. Susloparov décrivit l'atmosphère au quartier général français. La panique totale. Des généraux hurlaient des ordres contradictoires. Personne ne savait où étaient les chars allemands. Les lignes de communication furent détruites par les attaques des Stuka. Les chars français n'avaient pas de radio. Si un commandant de char devait changer d'ordre, il devait s'arrêter, sortir du char et envoyer un coursier à pied vers les autres chars. Pendant ce temps, les chars allemands, coordonnés par radio, tiraient de 3 directions simultanément. Les contre-attaques françaises étaient courageuses, mais inutiles. Elles attaquaient des positions que les Allemands avaient déjà quittées. Le 22 juin 1940, la France capitula. Susloparov écrivit le dernier rapport du dossier le même jour. Un passage disait « La France n'était pas faible. La France avait 5800 chars, plus que l'Allemagne. La France avait la ligne Maginot. La France avait 3,8 millions de soldats sous les armes. Mais la France pensait en termes statiques, ligne de défense, attaques lentes et méthodiques. L'Allemagne pensait en mouvement, la vitesse comme une arme, la surprise comme une tactique. La France jouait aux échecs, l'Allemagne jouait au Blitzschach. La vitesse a vaincu la force. La partie la plus effrayante du dossier est un appendice intitulé « Implications pour la défense soviétique ». Susloparov et Belov analysèrent ce qui se passerait si l'Allemagne attaquait l'Union soviétique. Leur conclusion était sombre. La rapidité allemande contournerait les défenses statiques soviétiques. La supériorité aérienne allemande détruirait les lignes de ravitaillement soviétiques. La coordination radio-allemande dépasserait les courriers soviétiques. La supériorité numérique soviétique deviendrait insignifiante, car les unités allemandes encercleraient et isoleraient les formations soviétiques avant que les chiffres ne comptent. L'annexe se termine par une recommandation. L'Union soviétique doit gagner chaque mois de paix avec l'Allemagne pour effectuer des réformes. Si la guerre arrive en 1941, les premiers mois seront catastrophiques. Nous avons besoin de temps pour apprendre à combattre contre le Blitzkrieg. Si nous n'avons pas ce temps, nous perdrons l'Ukraine, la Biélorussie et potentiellement Moscou. Le camarade Staline lut le dossier et ordonna une autre réunion secrète. 5 juillet 1940. Cette fois, plus de personnes étaient présentes. Le maréchal Shapochnikov, le maréchal Semyon Timochenko, nouveau commissaire du peuple à la défense, le général Zhukov, qui venait d'être promu chef adjoint de l'état-major général, le maréchal Kliment Vorochilov, démis de ses fonctions de commissaire à la défense, mais toujours dans le cercle restreint, et le camarade Staline. Le procès verbal de cette réunion, rendu public en 2004, est l'un des documents les plus fascinants de la Seconde Guerre mondiale. Il montre Staline non pas comme le dictateur sûr de lui de la propagande, mais comme un homme qui avait une vraie crainte de la puissance allemande. Staline ouvrit la réunion avec une question. Pouvons-nous vaincre l'Allemagne dans une guerre conventionnelle si elle nous attaque en 1941 ? Personne ne répondit immédiatement. Puis, Zhukov prit la parole. Ces mots furent enregistrés littéralement dans le procès verbal. « Camarade Staline, je vais être honnête. Dans la première année d'une attaque allemande, non, nous ne pouvons pas gagner. Nous ne pouvons que survivre. La vitesse allemande détruira nos armées frontalières. Nous perdrons des centaines de kilomètres de territoire. Mais l'Allemagne ne peut pas nous vaincre complètement, car nous sommes trop grands.
L'espace et l'hiver seront nos alliés. Nous nous retirerons, reconstruirons et apprendrons. Alors, peut-être en 1942 ou 1943, nous pourrons gagner. Mais en 1941, non. Staline se leva, fit les 100 pas dans la pièce, puis il dit quelque chose qui est inscrit dans le procès verbal. Vous me dites que l'armée rouge, la plus grande armée du monde, ne peut pas arrêter la Wehrmacht allemande. Shapochnikov répondit, pas arrêter, camarade Staline, ralentir, faire saigner, épuiser, mais pas arrêter immédiatement. La réunion dura 9 heures. À la fin, Staline ordonna plusieurs mesures. L'armée rouge devait agrandir ses corps mécanisés pour concentrer davantage de chars. Les officiers soviétiques devaient étudier les tactiques allemandes. De nouvelles fortifications devaient être construites en profondeur, pas seulement à la frontière. Mais Staline ordonna aussi autre chose. Il ordonna que tous les rapports sur la supériorité allemande restent classifiés très secrets. La propagande soviétique devait continuer à affirmer que l'armée rouge était invincible. En interne, les généraux connaissaient la vérité. Publiquement, personne n'était autorisé à montrer le moindre doute. Entre juillet 1940 et juin 1941, l'état-major général soviétique travailla désespérément à effectuer des réformes. Zhukov, maintenant chef de l'état-major général à partir de janvier 1941, organisa des jeux de guerre pour tester les tactiques allemandes. En janvier 1941, un célèbre jeu de guerre eut lieu à Moscou. Zhukov joua les Allemands. Le général Dmitri Pavlov joua les Soviétiques. Le scénario, attaque allemande contre l'Ukraine et la Biélorussie. Zhukov, avec des percées rapides de chars et des encerclements profonds, anéantit la défense de Pavlov en 4 jours de jeu. Pavlov protesta que les règles étaient irréalistes. Zhukov répondit « C'est exactement ce que les Allemands ont fait en France. Si vous ne pouvez pas arrêter cela dans un jeu, comment l'arrêterez-vous dans la réalité ?» Pavlov n'avait pas de réponse. Staline, observant les jeux de guerre, était furieux, mais pas contre Zhukov, contre la réalité elle-même. Après ce simulacre, Staline convoqua une nouvelle réunion. Il ordonna à Timochenko de renforcer les défenses frontalières, mais Timochenko le mit en garde. « Camarade Staline, ces défenses ne serviront à rien. Les Allemands vont percer et nous encercler. Nous avons besoin de réserves mobiles en profondeur. » Staline refusa. Il était persuadé que de solides fortifications dissuaderaient les Allemands, ou du moins les ralentiraient considérablement. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, l'opération Barbarossa débuta. 3 millions de soldats allemands attaquèrent sur un front de 2900 km. En moins de 48 heures, tout ce que les généraux soviétiques avaient craint se matérialisa. Les panzerdivisions allemandes enfoncèrent les armées frontalières soviétiques. Les lignes de communication furent détruites par des bombardements aériens massifs. Les commandants de front furent incapables de joindre Moscou. Les ordres n'atteignirent pas les unités. Les contre-attaques soviétiques se lancèrent sur des positions vides, car les unités allemandes étaient déjà passées à autre chose. Le général Pavlov, commandant du front ouest soviétique, perdit 300 000 hommes dans la bataille de Bialystok-Minsk en 9 jours seulement. Pavlov fut arrêté en juillet 1941, traduit devant une cour martiale et fusillé. Mais la tragédie de Pavlov n'était pas due à son incompétence. Il appliquait exactement ce pourquoi la doctrine soviétique l'avait formé. Défense statique, contre-attaque frontale, attendre les ordres de Moscou. Et rien de tout cela ne fonctionna contre le Blitzkrieg. Durant les 3 premières semaines de l'opération Barbarossa, les généraux soviétiques rédigèrent des rapports désespérés. Ces rapports, aujourd'hui déclassifiés, sonnent comme des échos de ce qu'ils avaient écrit en 1939 et 1940. Sauf que, cette fois, ils n'étaient pas des observateurs, ils étaient les victimes.
Le maréchal Semyon Boudienny, commandant du front sud-ouest soviétique, écrivit le 8 juillet 1941. Les panzer-divisions allemandes se déplacent si rapidement que nos cartes sont périmées avant même que nous ayons pu les mettre à jour. Nous attaquons là où les Allemands étaient hier. Aujourd'hui, ils sont à 80 km de là et nous attaquent par derrière. Zhukov, désormais en communication directe avec Staline, envoya un rapport sur la situation le 29 juillet. Un extrait disait « Nous commettons exactement les mêmes erreurs que la France. Nous réagissons au lieu d'agir. » L'initiative allemande est totale. Ils décident où, quand et comment combattre. Nous ne pouvons que réagir. Or, la réaction est toujours plus lente que l'action. C'est pour cela que nous perdons. Le 10 octobre 1941, pendant la bataille de Moscou, Staline convoqua une réunion de la dernière chance. Les troupes allemandes étaient à 80 km de Moscou. L'évacuation du gouvernement fut évoquée. Zhukov, désormais commandant de la défense de Moscou, dit directement à Staline « Si nous défendons Moscou comme une ligne statique, nous perdrons. Nous devons utiliser les tactiques allemandes contre eux. Défense mobile, contre-attaque depuis des directions inattendues, flexibilité. » Staline, n'ayant plus beaucoup d'options, accepta. Zhukov réorganisa la défense et pour la première fois depuis juin 1941, les troupes soviétiques commencèrent à s'adapter à la vitesse du blitzkrieg. La bataille de Moscou, de novembre à décembre 1941, fut le premier succès soviétique, mais il fut acquis à un prix énorme. Et il ne fut possible que parce que les généraux soviétiques finirent par comprendre ce que les généraux allemands avaient déjà parfaitement maîtrisé en 1939, mobilité, vitesse, initiative décentralisée, pensée flexible. Après la guerre, le maréchal Zhukov écrivit dans ses mémoires au sujet des premières années du conflit. Un passage écrit en 1967 résume tout. Nous avions eu tous les avertissements. Nous savions ce que les Allemands avaient fait en Pologne et en France. Nous avions vu leur vitesse, leur coordination, leur flexibilité. Mais savoir n'est pas la même chose que comprendre. Nous n'avons compris que lorsque nous l'avons vécu nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous avions déjà perdu des millions. Le génie militaire allemand dans le blitzkrieg nous a coûté plus que n'importe quel autre facteur individuel durant les premiers mois de la guerre. Pas leurs effectifs, pas leur technologie, leur manière de penser.